il a un jogging mauve d'une personne de taille petite, 160 m. Il n'y a pas de doute possible. En fait, les gendarmes reconnaissent très très vite et identifient sans l'ombre d'un doute le cadavre de Christophe Le Skrill. Christophe Le Skrill, retrouvé mort 1 mois jour pour jour après sa disparition et à seulement 15 km de son domicile. L'enquête bascule. Aussitôt, la brigade de Chantilly quadrille la scène et attend la police scientifique. Un médecin légiste se rend aussi sur place pour identifier les causes de la mort. On a maintenant un corps qui va parler. On aperçoit un lien à la gorge, un lien de couleur verte qui enserre la gorge, le cou, un lien serré, très serré, parce que ça fait un sillon. Ce sillon dénote qu'il a été étranglé, quoi. Et à partir du moment où il y a étranglement, il y a meurtre. Première constatation, Christophe a donc été assassiné. Élément supplémentaire, le corps se trouve précisément là où Nathalie est venue faire son jogging. Elle va devoir s'expliquer. Elle est interpellée le 8 février 1994. Les enquêteurs placent Nathalie Le Skrill en garde à vue. Mais comment la faire craquer? Ils mettent au point une stratégie pour tenter de la déstabiliser. Volontairement, ils lui cachent l'information de la journée, la découverte du corps de son mari, en espérant qu'elle se trahisse elle-même. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la faire craquer. Mais Nathalie, c'est quelqu'un d'assez solide et elle n'est pas du genre à craquer. Donc les premiers interrogatoires, elle se démonte pas, elle est droite dans ses bottes et elle tient tête de manière assez solide aux enquêteurs. Elle est très forte. Hein. On n'arrive pas à la coincer. Elle ne se compromet jamais. Hein. Devant les gendarmes, Nathalie n'en démord pas. Elle soutient avoir quitté la maison avec sa fille après les violences de son mari. Et depuis cette nuit-là, elle est sans nouvelles de lui. Jusqu'à 4 heures du matin, elle ne change pas de version. Alors les gendarmes vont la pousser dans ses retranchements. Lorsqu'ils revoient Nathalie, à ce moment-là, ils lui disent, bon, ce que vous nous avez raconté hier, vous êtes sûr que c'est vrai, que c'est la bonne version? Parce que nous, on en a une autre. Ah oui? Eh ben oui, on a trouvé un corps, le corps de votre mari. Et où? Eh ben, à l'endroit où vous vous êtes arrêté avec le monsieur qui vous a prêté sa voiture. Et là, elle change radicalement d'attitude devant les enquêteurs. Elle est forcée d'avouer, elle va s'écrouler là. Elle passe aux aveux complets, c'est-à-dire qu'elle reconnaît avoir elle-même donné la mort à son mari Christophe Le Skrill. Selon elle, voici ce qui se serait passé la nuit du drame. Elle affirme que c'est une dispute qui aurait mal tourné, car ce soir-là, elle déclare être venue rejoindre Christophe pour tenter de le reconquérir. Elle se fait belle, elle est persuadée que ce soir-là, elle va le reconquérir, elle est persuadée que tout va revenir comme avant et que tous les derniers mois qui se sont passés ne seront plus qu'un vieux souvenir. Mais cette soirée ne va pas du tout se passer comme elle l'a prévu. Le ton commence un peu à monter lorsque la petite se met à pleurer, que Nathalie Le Skrill veut la prendre dans ses bras et Christophe dit non. T'as pas vu depuis longtemps, t'es parti, t'étais plus là, non quoi, non, c'est pas comme ça, ça se passe. À un moment donné, Nathalie Le Skrill dit à son mari, et si je te disais que je reviens? Et là, Christophe lui dit, mais c'est hors de question, c'est fini maintenant entre nous. Ils sont seuls, en tête-à-tête, car la mère de Nathalie est sortie pour la soirée. C'est à ce moment-là que Christophe appelle les gendarmes pour la première fois. Mais la patrouille ne se déplace pas et la dispute repart de plus belle. Elle l'a poussée à bout, il a essayé de la bousculer et la violence entraîne dans la violence.
D'après Nathalie, Christophe serait alors devenu menaçant, sous le coup de la colère, il aurait même tenté de la tuer. Lui, visiblement, voulait, d'après son récit, l'étrangler avec une ceinture de robe de chambre. Et à un moment donné, pendant cette altercation, le téléphone sonne au rez-de-chaussée. Là, ils sont à l'étage. Et donc, d'après ce que raconte Nathalie, Christophe avait cette ceinture autour du cou et dévale l'escalier. C'est là qu'elle l'aurait déséquilibré dans l'escalier, qu'il aurait chuté et qu'il aurait atterri plus ou moins inconscient au bas de l'escalier. Et que là, dans un geste un peu désespéré, elle se serait approchée de lui. Et pour pas qu'il se venge sur elle, elle dit « j'ai fait un nœud autour du cou ». Un double nœud qu'elle serre de toutes ses forces. Christophe gît sur le sol, au pied des escaliers. Elle déclare apercevoir un filet de sang. Il ne respire plus. Nathalie sait qu'elle a peu de temps avant l'arrivée des gendarmes. Alors, affolée, elle remet la maison en ordre. Mais reste le plus difficile, faire disparaître le corps. Elle imagine un scénario glaçant. Il est presque minuit. Elle va prendre le corps de Christophe Losgrill, elle va le porter jusqu'à sa voiture à elle va ouvrir la porte avant droite, la porte passager. Elle charge le corps tête bêche sur le siège passager dans sa voiture, c'est-à-dire qu'il y a les pieds qui dépassent et la tête en bas. Et détail hallucinant, c'est qu'elle n'a pas de siège auto, elle prend sa fille de 18 mois, de 1 an et demi, sur ses genoux, avec son mari qui est mort tête bêche sur le siège passager, et qu'elle part dans la nuit. Mais pour aller où? Nathalie roule un peu au hasard quand elle décide de se diriger vers un petit bois qu'elle connaît à 15 km de là. Un endroit isolé, à l'écart de toute habitation. Elle laisse sa petite fille dans la voiture. Elle sort le corps de Christophe pour le traîner sur plusieurs mètres. Elle camoufle le corps comme elle peut, sous des branchages. Et le corps va rester là pendant plus d'1 mois. Christophe est laissé pour mort en pleine forêt. Nathalie, elle, retourne à sa voiture rejoindre Mayerling, puis elle rentre à la maison. Il est 3 heures du matin. Le lendemain, elle signale la disparition de son mari à la gendarmerie et raconte le scénario qu'elle a imaginé. Mais les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi est-elle retournée le lendemain à l'endroit où elle avait caché le corps? Et qui plus est, accompagnée d'un ami. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Nathalie? Et ça, c'est impossible de le dire. En fait, on ne le sait pas et elle ne le sait pas. On peut imaginer quand même que Nathalie Losgrill était dans un état particulier. Après, ce sont que des conjectures, mais la première raison, c'est est-ce qu'il est bien mort? Mais surtout, est-ce que j'aurais pas laissé des traces de mon passage là? Nathalie ne fournit aucune explication aux enquêteurs. Mais une chose est sûre, son retour dans le petit bois la trahit. On n'est pas passé loin du crime parfait si la personne qui a commis le crime n'avait pas omis certains détails. Elle serait allée toute seule sur les lieux où le corps de Christophe Losgrill était. Personne n'aurait sans doute jamais su. Mais là, on va demander à un ami d'aller faire un jogging à plusieurs kilomètres de son domicile et en plus, elle va rentrer paniquée. Donc elle a commis 2 erreurs qui l'ont incriminée de façon définitive. Le 9 février 1994, Nathalie Losgrill est mise en examen pour homicide volontaire et écrouée à la prison de Beauvais. Pour Céline, l'une des meilleures amies de Christophe, l'arrestation de Nathalie et surtout la mort de son amie la bouleverse. C'est l'effondrement, là. Parce que effectivement, là, on n'est plus dans les suppositions. On est dans le réel, dans le concret. Et c'est là qu'on réalise qu'on ne le verra plus. Donc, et que, à ce moment-là, Mayerling vient de perdre définitivement son papa. La pauvre, qu'est-ce qui va advenir d'elle? Près de 3 ans plus tard, le 20 novembre 1996, son procès s'ouvre à la cour d'assises de Beauvais. Il s'annonce passionné, car pour l'accusation, Nathalie est une criminelle machiavélique, alors que pour la défense, c'est une amoureuse et conduite meurtrière par passion.
Elle peut aller jusqu'à l'acquittement, hein. Si c'est vraiment un crime passionnel et que vous avez été provoqué, hein, ou obtenir de très larges circonstances atténuantes. On prend en considération tous ces éléments de la passion, mais j'ai acquis, moi, c'est ma certitude, que c'était bel et bien un acte prémédité, réfléchi, conduit et maîtrisé de manière implacable. Ce procès d'assises tant attendu sera l'heure de vérité dans cette affaire, parce que tout le monde veut voir le visage de la scandaleuse, de la manipulatrice. C'est un peu le diable en jupon qui se présente dans le box des accusés. Nathalie Le Skrill est jugée pour meurtre. Mais tout va se jouer sur les circonstances du drame. Si elle convainc les jurés qu'elle a tué par passion, elle risque moins de 10 ans. Mais si elle apparaît comme une meurtrière déterminée, elle encourt 30 ans. L'ambiance est particulièrement tendue, surtout lorsque la cour s'intéresse à la manière dont Nathalie a tué son mari. Elle l'a étranglé en prenant soin de faire un double nœud. Le fait de serrer ces plusieurs minutes, ou pendant plusieurs minutes, elle a voulu tuer. Elle avait suffisamment de haine pour avoir envie de tuer pendant plusieurs minutes. Voilà. Bon là, c'est pas pour la colère, hein, c'est pour tuer. C'est ce qu'on appelle l'animus necandi, la volonté de tuer. C'était tout sauf un crime passionnel, c'est un crime de la haine. Pour moi, il y a quelque chose d'une possession diabolique. Parce que c'est trop bien fait, si vous voulez. Elle est inspirée par un génie, mais le génie du mal. Donc le portrait qui surgit de ce procès d'assises, c'est celui d'une femme diabolique qui est sans foi ni loi et qui pour assouvir tous ses désirs est capable d'absolument tout. Un réquisitoire qui fait sortir Nathalie de ses gonds. À l'audience, elle crie qu'elle aimait Christophe plus que tout. Elle réalise qu'elle le perd et qu'il faut à tout prix le reconquérir. Si elle veut le reconquérir, c'est qu'elle veut qu'il vive. Elle n'est pas venue en voulant tuer son mari. Elle est venue pour essayer de tenter la dernière chance, je reviens avec toi. Comme ça s'est mal passé, comme le ton est monté, elle l'a tué. Donc il n'y a pas de préméditation, ça c'est sûr et certain. Ce sera aux jurés de décider. Le 22 novembre 1996, Nathalie est condamnée pour homicide volontaire sans préméditation. Malgré tout, la cour inflige à Nathalie une lourde peine, 20 ans de prison, une sentence qui assomme la jeune femme. À la fin du procès, elle a regardé son père et sa mère, qui étaient perclus de douleur, ce qu'on peut comprendre, et là elle a pleuré, et là on sentait que c'était vraiment sincère. L'une des circonstances du meurtre a dû peser lourd dans la décision des jurés, celle de n'avoir épargné aucun détail du drame à sa fille de 18 mois. Qui explique d'une certaine manière les 20 ans. C'est l'image de la petite gosse regardant le corps de son père, la tête en bas dans la voiture. Et ça, visage, une photo, quelque chose, un moment que l'enfant n'oubliera jamais dans toute sa vie. C'est qu'une image, mais c'est une image qui a hanté les débats et qui a pesé très très lourd au moment du verdict. Parce que comment peut-on imaginer qu'une femme, une mère de famille, puisse réserver un tel sort à son mari et partir l'abandonner dans un bois avec sa fille sur les genoux dans la voiture, c'est inimaginable comme scène. Mayerling, qui a 4 ans au moment du procès, est confiée à la garde de sa grand-mère paternelle. Quant à Nathalie Le Skrill, elle est écrouée à la prison de Beauvais. Grâce à une remise de peine exceptionnelle, elle ne fera que 7 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, Nathalie Le Skrill est libre. Sa fille Mayerling a 26 ans, mais elle a grandi sans parents. Cette affaire, c'est le drame de toute une famille. C'est une famille qui a été brisée et pulvérisée, je dirais, un peu à jamais par ce drame. Encore aujourd'hui, j'oublie pas. Non, ça reste une blessure, une plaie ouverte.